Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une série d'activités pédagogiques autour du thème du soleil, que vous pouvez mettre en place avec vos élèves dans le cadre de la démarche d'investigation. Ces activités s'adressent surtout à des élèves de cycle 2, c'est-à-dire du CP au CE2, et elles peuvent faire l'objet de plusieurs séances successives. Pour plus de détails sur ces activités, vous pouvez vous appuyer, si vous le souhaitez, sur les ressources proposées sur le site de la main à la pâte, que vous pouvez retrouver en lien dans la description. L'idée derrière cette série d'activités est de faire réfléchir les enfants sur la nature et les propriétés de leur ombre, ainsi que sur le lien qui existe entre une source lumineuse, un objet et son ombre portée. En effet, les enfants ont tendance à penser spontanément qu'une ombre est quelque chose de matériel et de forcément noir. Une bonne manière de se rendre compte de leur conception initiale est de commencer la séance par leur demander de réaliser, sur une feuille de papier, un croquis d'eux-mêmes avec un soleil sur la droite de la feuille et leur ombre portée. Vous pourrez alors probablement constater qu'ils ont tendance à représenter leur ombre avec des yeux et une bouche, comme une sorte de version miroir d'eux-mêmes, et que cette ombre est souvent mal placée par rapport à la position de la source lumineuse, ou bien mal orientée par rapport à leur corps. Dans un deuxième temps, profitez d'une journée ensoleillée pour emmener vos élèves dehors. Il s'agit de les engager dans une série d'observations et de questionnements sur la nature et les propriétés de leur ombre. Vous pourrez leur demander si leur ombre est vraiment noire, par exemple, ce qui pourra être vérifié en comparant la couleur de l'ombre avec un morceau de papier noir, ou encore si leur ombre est plus petite ou plus grande qu'eux, ou encore si elle a des détails internes, comme des yeux ou une bouche. Mettez ensuite les élèves par paire et demandez à chacun d'entre eux de dessiner à la craie le contour de l'ombre de son camarade, qui pourra prendre la pose de son choix. À la fin de l'activité, demandez à vos élèves le point commun entre tous les dessins à la craie. Ils pourront alors constater que toutes les ombres sont orientées de la même façon par rapport au soleil, et ce, quelle que soit la direction vers laquelle ils sont tournés. Autrement dit, quand nous regardons notre ombre, le soleil est toujours derrière nous. Lors de cette activité, signalez bien à vos élèves de faire attention à ne jamais regarder le soleil directement, même brièvement et même à travers des lunettes de soleil. En effet, même s'ils sont indolores, les dommages du soleil sur la rétine sont irréversibles et peuvent mener à une cécité partielle ou totale en cas d'exposition prolongée. En guise d'évaluation, vous pouvez conclure la séance en demandant à vos élèves de redessiner le croquis d'eux-mêmes avec le soleil et l'ombre en tenant compte de ce qu'ils ont appris au cours de la journée. L'activité suivante a pour but de mettre en évidence le fait que les ombres des personnes et des objets au soleil changent de direction et de taille au fil de la journée. Pour la réaliser, vous aurez besoin d'une poupée ou d'une figurine, d'un feutre et d'une feuille de papier. Pour plus d'interactivité et pour augmenter le nombre de relevés, vous pouvez prévoir plusieurs poupées pour les élèves. La séance commence dès le matin. Présentez la poupée à vos élèves et placez-la à l'extérieur dans un endroit dégagé, en position debout sur la feuille de papier. Pour être sûr que la feuille ne bouge pas au cours de la journée, vous pouvez tracer son contour sur le sol à l'aide d'une craie. Positionnez ensuite votre poupée de sorte que son ombre soit placée à sa gauche. Avec le feutre, dessinez le contour des pieds de votre poupée et tracez le contour de son ombre sur la feuille, en notant l'heure au-dessus. L'expérience devra être répétée régulièrement, idéalement toutes les heures. Et jusqu'à environ 13 ou 14 heures, l'ombre de la poupée va se mettre à tourner vers la droite tout en raccourcissant. Au fil de la journée, vous pouvez demander à vos élèves de faire des hypothèses sur le trajet que l'ombre de la poupée va emprunter, en leur demandant par exemple, en fin de matinée, si l'ombre va continuer à raccourcir. N'oubliez pas alors de noter leurs hypothèses. En fin d'après-midi, vos élèves devraient constater qu'au lieu de continuer à raccourcir, l'ombre s'est mise à s'allonger tout en continuant son trajet sur la droite. Il faudra alors les encourager à proposer des explications à ce phénomène. L'expérience suivante consiste à construire un modèle de la situation précédente pour donner à vos élèves une compréhension intuitive du mouvement apparent du soleil dans le ciel. Pour cela, vous aurez besoin d'une lampe torche ainsi que de la poupée et d'une des feuilles de relevé d'ombre de la séance précédente. Vous pouvez commencer la séance par rappeler le ou les relevés d'ombre effectués lors de la séance précédente, ainsi que les explications proposées par les élèves pour expliquer le trajet de l'ombre de la poupée. Installez ensuite vos élèves autour d'une table, avec la poupée posée dessus, et demandez-leur comment ils pourraient faire pour faire apparaître l'ombre de la poupée. Il s'agit ici de les amener à utiliser le mot « lampe ». Sortez ensuite votre lampe torche et donnez-la à l'un des enfants pour qu'il ou elle éclaire la poupée. Le but du jeu est de faire en sorte que la poupée obtienne une ombre successivement longue, courte et longue à nouveau. Demandez aux élèves de faire tourner l'ombre dans un sens puis dans l'autre et faites en sorte qu'ils observent le sens de rotation de la lampe et de l'ombre. Vous devez ici vous assurer que tous les enfants manipulent la lampe torche au moins une fois et que leurs camarades commentent la position de la lampe au fil du trajet.
Dans un deuxième temps, placez la feuille de relevé d'ombre sous la poupée, de sorte que la poupée ainsi que les relevés d'ombre se présentent face aux élèves. Vous pouvez alors demander à des volontaires de placer l'ombre de la poupée sur tous les tracés successivement, en ajustant la longueur de l'ombre à chaque tracé. Reprenez enfin la lampe pour refaire l'expérience vous-même et attirez cette fois l'attention des élèves sur la trajectoire de la lampe. Il s'agit de les amener à découvrir que la lampe représente le soleil et qu'à travers ce modèle, ils assistent en fait au déplacement apparent du soleil au fil de la journée. C'est donc la position du soleil dans le ciel qui détermine la direction et la taille des ombres. Le soleil réalise une courbe dans le ciel et cette courbe culmine à la mi-journée, ce qui explique la taille minimale de notre ombre à ce moment-là. Voici quelques compléments d'information qui vous permettront de mieux répondre aux questions que vos élèves pourraient avoir sur le soleil. Ces notions sont bien évidemment au-delà du programme de cycle 2, mais elles vous permettront d'avoir plus de recul sur le sujet. Notre soleil est une étoile, c'est-à-dire une gigantesque boule de gaz incandescente composée d'atomes d'hydrogène et d'hélium, les éléments chimiques les plus simples et les plus courants de l'univers. Il siège au centre de notre système solaire, qui compte 8 planètes, dont la Terre, et qui se trouve à la banlieue de notre galaxie, la Voie lactée, un vaste assemblage d'étoiles, de gaz et de poussière en forme de spirale qui abrite entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Le Soleil est de très loin l'objet le plus massif de notre système solaire. Il représente en effet près de 99,8% de sa masse. Et notre étoile est si volumineuse qu'on pourrait faire tenir 1 million de planètes Terre à l'intérieur. Le Soleil se trouve à 150 millions de kilomètres de la Terre. C'est une distance assez vertigineuse parce que même la lumière, qui est la chose la plus rapide de l'univers, met environ 8 minutes à faire le trajet entre la surface du Soleil et la Terre. En d'autres termes, lorsqu'on regarde le Soleil, on le regarde toujours tel qu'il était il y a 8 minutes. Pour la petite anecdote, le Soleil a à peu près la même taille apparente que la Lune dans le ciel. Cela est dû au fait que le diamètre du Soleil est environ 400 fois plus large que celui de la Lune, mais qu'il se trouve à une distance de la Terre 400 fois plus grande que la Lune. Et c'est à cause de cette coïncidence cosmique que nous pouvons régulièrement observer des éclipses totales de Soleil. Une coïncidence qui a d'ailleurs une date d'expiration, puisque la Lune s'éloigne de la Terre à raison d'un peu moins de 4 cm par an. À ce rythme, on assistera à la dernière éclipse totale de Soleil dans environ 1 milliard d'années. Autant dire qu'on a encore le temps. Ce qui fait briller le Soleil, c'est la fusion thermonucléaire de l'hydrogène qu'elle possède dans son cœur. En effet, le Soleil est si massif que son cœur est extrêmement comprimé sous le poids de ses couches de gaz. Et quand vous comprimez un gaz, la température augmente. Autrement dit, il se met à s'échauffer. Ça, vous pouvez l'expérimenter par vous-même en touchant l'extrémité d'une pompe à vélo après avoir gonflé une chambre à air. La température, on peut voir ça comme la manifestation de l'agitation des particules, ici des atomes. Plus la température d'un corps est grande, plus les particules qui le composent sont agitées. Et au cœur du Soleil, la matière est si comprimée qu'il y règne une température colossale de près de 15 millions de degrés. Dans ces conditions, les atomes d'hydrogène du cœur sont si agités que les noyaux de ces atomes finissent par entrer violemment en collision. Si violemment en fait qu'ils finissent collés entre eux et donnent naissance à des noyaux d'hélium. C'est ce qu'on appelle la fusion thermonucléaire. Chaque seconde, le Soleil transforme de cette manière environ 600 millions de tonnes d'hydrogène en hélium. Ces réactions de fusion thermonucléaire produisent non seulement des éléments plus lourds que l'hydrogène, mais elles produisent aussi une énergie phénoménale, suffisante en fait pour pousser sur les couches de gaz et ainsi contrer l'immense force de gravité due à la masse de notre étoile, qui cherche à la faire s'effondrer sur elle-même. Tant que le Soleil continuera à brûler son carburant nucléaire, la stabilité de notre étoile sera assurée. Et en pratique, le Soleil, qui existe depuis 4,5 milliards d'années, possède assez d'hydrogène pour garder sa structure pendant encore plusieurs milliards d'années. L'énergie générée par la fusion thermonucléaire, elle part du cœur du Soleil sous forme de rayons gamma, la forme de rayonnement la plus énergétique que l'on connaisse. Mais au cours de son chemin vers l'extérieur de l'étoile, cette énergie va être diluée dans l'immense volume du Soleil. Du coup, plus on s'éloigne du cœur, plus la température s'abaisse, jusqu'à atteindre 6000 degrés à la surface du Soleil. Ce qui fait que les rayons qui nous parviennent du Soleil, au lieu de nous parvenir sous forme de rayons gamma destructeurs, nous parviennent en fait dans ce qu'on appelle le domaine du visible, c'est-à-dire le domaine des ondes électromagnétiques que nos yeux peuvent percevoir. Contrairement aux représentations qu'on s'en fait, le Soleil n'est pas jaune, en tout cas pas intrinsèquement.
En effet, notre étoile émet de la lumière dans toutes les couleurs du domaine du visible, du violet au rouge. On peut le voir lorsque la lumière du soleil est dispersée par les gouttes d'eau de pluie, ce qui donne des arcs-en-ciel. Toutes ces couleurs se combinent en pratique pour donner de la lumière blanche. Du coup, si on regardait le soleil depuis l'espace, il nous apparaîtrait blanc. Mais alors pourquoi est-ce que sur Terre il nous apparaît plutôt jaune dans la journée et plutôt orangé en soirée? Eh bien c'est parce qu'avant de parvenir à nos yeux, la lumière du soleil doit traverser l'atmosphère de la Terre. Lorsque les rayons de lumière blanche en provenance du soleil arrivent sur les particules de l'atmosphère, ils sont absorbés par ces particules, et ces dernières les réémettent en les éparpillant dans toutes les directions. On dit que les rayons du soleil ont été diffusés. Mais toutes les couleurs contenues dans ces rayons ne sont pas diffusées de la même manière. La couleur bleue aura tendance à être beaucoup plus éparpillée par les particules dans l'air que la couleur rouge. Et ce sont ces rayons éparpillés dans toutes les directions qui vont donner au ciel sa couleur bleue. Les rayons blancs du soleil qui parviennent à nos yeux ont donc été privés de leur composante bleue, ce qui donne en pratique du jaune. Bon, ça c'est ce qui se passe dans la journée, mais que se passe-t-il lors d'un lever ou d'un coucher de soleil? Eh bien, dans la matinée et dans la soirée, lorsque le soleil est bas sur l'horizon, les rayons qui nous parviennent doivent traverser une couche d'air bien plus épaisse que durant la journée. Au cours de ce long chemin dans l'atmosphère, les rayons rencontrent beaucoup plus de particules d'air et ces couleurs sont beaucoup plus éparpillées. Lorsque le soleil descend sur l'horizon, de plus en plus de couleurs sont diffusées et à la fin, le soleil n'a quasiment plus que du rouge à nous montrer, vu que les autres couleurs sont passées dans la couleur du ciel autour. Le soleil apparaît donc orangé avec un ciel rougeâtre autour. Il existe d'ailleurs une excellente façon d'illustrer ce phénomène en classe. Prenez un aquarium rempli d'eau et versez-y quelques gouttes de lait écrémé. Éclairez ensuite votre aquarium à l'aide d'une lampe, cette dernière devra émettre une lumière assez forte. Lorsqu'on regarde le faisceau de la lampe à travers l'aquarium, on constate qu'il apparaît rougi, tandis que lorsqu'on observe le faisceau par la tranche, sur le côté de l'aquarium, il apparaît bleuté. Lorsque vous réalisez une recherche d'image du soleil avec vos élèves, une question peut revenir régulièrement. Pourquoi certaines photos du soleil qu'on peut trouver sur Internet peuvent avoir une teinte bleue, verte, rouge ou même violette? Eh bien en fait, ces photos sont généralement prises par des télescopes ou des sondes spatiales qui possèdent des filtres spéciaux. Ces filtres ne laissent passer qu'une seule couleur ou qu'une seule bande de couleurs et certains instruments détectent même des formes de rayonnement invisibles à l'œil nu, comme les infrarouges, les ultraviolets ou les rayons gamma, dans le but de révéler des phénomènes physiques précis. Les images brutes des sondes arrivent donc dans les laboratoires en noir et blanc, et ces images sont ensuite colorées numériquement par les astrophysiciens, soit pour révéler des phénomènes particuliers, soit pour des raisons esthétiques. On dit que ces photos du soleil sont en fausse couleur. Merci d'avoir regardé cet épisode. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes les ressources pédagogiques utilisées pour réaliser ces activités, et plus encore sur le site de La Main à la Pâte. Les liens sont disponibles dans la description de la vidéo. À bientôt!